Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à nos téléspectateurs pour notre édification à nous tous. Nous venons vers vous donc avec un projet, c'est lui de mettre en place un débat. Ce débat nous concerne parce que la République démocratique du Congo vit des débats. C'est grâce au débat qu'une société se comprend, une société valide ses propres certitudes. C'est grâce au débat que nous vivons la relativité de nos opinions. Sans débat, il n'y a pas de démocratie. Nous sommes donc aujourd'hui sur un fond important. Vous avez tous entendu parler de la révision ou du changement de la Constitution. On en parle, tout le monde en parle, c'est le débat du jour. Il ne faut donc pas éviter d'en parler, mais il faut en parler de manière méthodique pour édifier l'opinion, pour que la décision qui sera prise, quelle que soit cette décision, elle puisse faire avancer la République et non faire avancer des agendas personnels ou des agendas de groupe. Voilà les buts de cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter parce que nous avons un invité aujourd'hui qui va nous parler de ces débats selon son point de vue, selon sa lecture, sa sensibilité, son histoire. Les sénateurs Lutundula Apala, Christophe, bonsoir. Bonsoir, il faut ajouter aussi Penapala. Penapala, voilà. C'est le lien que j'ai avec mes ancêtres. Enchanté d'être là. Évidemment. Vous n'êtes plus à présenter, mais écoutez, chaque jour, il y a de nouveaux Congolais qui arrivent. Hein, donc, permettez que je dise un tout petit peu qui vous êtes. Vous êtes sénateur de la République. Vous avez été, il n'y a pas longtemps, ministre des Affaires étrangères, ministère régalien des puissances. Vous l'avez géré pendant cette période difficile de la guerre. Vous êtes un parlementaire assermenté parce que plusieurs fois élu à l'Assemblée nationale. Vous êtes donc 26 ans déjà. Voilà, Palais donc, du peuple. Palais du peuple. C'est la 27e année. Voilà, donc vous êtes quelqu'un dont la parole ne peut jamais, en tout cas, elle n'est pas censée être une parole légère. Elle pèse le poids de vos convictions. C'est avec vous donc que nous allons discuter parce que vous êtes aussi président d'un parti politique, l'ADP, l'Alliance pour l'Alliance des démocrates pour le progrès. Et cette alliance qui vient sous votre conduite de publier une déclaration qui va nous servir de fil conducteur à cette émission. Vous êtes un homme qu'on ne peut pas aborder seul, donc j'ai fait appel à des journalistes talentueux. Et d'abord, commence par les dames, Élisée Odia, journaliste talentueuse et pourquoi pas journaliste des talents. Bonsoir, Élisée Odia. Bonsoir, Willy. Bonsoir, Christophe Lutundula. Merci. À votre droite, à ma gauche, à moi, Guy Chungu, patron de Éduc TV et avec d'autres casquettes, journaliste talentueux aussi. Bonsoir Guy Chungu. Bonsoir Willy, bonsoir à l'invité également. Et pour finir, Ambago, Eric Ambago de Top Congo. Bonsoir Willy, bonsoir Monsieur Lutundula. Bonsoir. Voilà. C'est donc ce panel que nous mettons en place pour vous, qui va nous permettre de comprendre un tout petit peu quelle est la pensée, quel est le débat autour de cette question. C'est vrai que c'était une rumeur, c'est vrai. Aujourd'hui, le chef de l'État lui-même a parlé 3-4 fois. Il a dit sa volonté de changer peut-être la Constitution ou de la réviser. En tout cas, le fondement constitutionnel de notre pays est remis en cause par cette décision du président. L'ADP, votre parti, a publié un communiqué. Et dans ce communiqué, vous ne dites pas vraiment votre position claire, mais vous saluez l'initiative du président d'évaluer la Constitution. Les mots sont clairs et les nuances sont à préciser. Alors, nous commençons directement avec cette question. Quelle est la position que votre parti a mise en place aujourd'hui? Vous avez fait une déclaration. C'était quoi cette position-là du parti? Je crois que notre position est très claire. Il est essentiel pour comprendre notre position de faire un rappel. Ça fait pratiquement plus de 3 ans. Ça veut dire que avant que je n'ai le privilège d'entrer au gouvernement par suite de ma nomination par le chef de l'État, comme vous l'avez rappelé, aux affaires étrangères. Et vous pouvez vous rappeler l'époque où nous avions à l'Assemblée nationale le groupe de 13. Moi, je n'étais pas membre du groupe de 13. J'étais au G7, mais je travaillais avec le groupe de 13 à titre individuel. Et à cette époque-là déjà, les amis qui étaient avec moi dans le groupe
à la radio, à la télé, je pense probablement avec Eric Ambago, ou Thierry Kabouni, ou Christian Lusakweno lui-même, j'ai développé une thèse. Je considérais que nous venons de vivre une expérience de la mise en œuvre de la Constitution que nous avions adoptée, promulguée par les chefs de l'État, je crois, le 18 février 2006. Et donc, je considérais qu'on ne peut pas faire cette expérience pendant pratiquement 10 ans et ne pas évaluer. D'autant plus qu'il y a eu des situations qui n'étaient pas, en tout cas, dans la ligne droite de l'esprit et de la lettre de la Constitution. On va en parler, je ne vais pas me prendre du temps à ce stade. Et la thèse que moi je présentais, pour ne pas dire la suggestion que moi je faisais aux Congolais, c'était qu'on mette en place, il faut bien suivre les nuances, un comité scientifique interdisciplinaire d'évaluation de la mise en œuvre de la Constitution. Et que sur base du rapport de ce comité, je vais vous dire pourquoi je l'appelais comité scientifique, nous allions ouvrir un débat politique de fond. Et comité scientifique, pourquoi, je m'excuse beaucoup, ce n'est pas de l'élitisme, mais chacun a ce qu'il peut faire dans la vie, a le domaine de prédilection pour lui, à sa spécialisation. Je voyais les professeurs d'université, les politologues, les juristes, les économistes, les sociologues, bref, tous ceux qui, de par la formation et de par aussi, là je sors un peu de l'université, leurs activités, leurs préférences, même les politiques, leur capacité de se détacher des considérations et des sensibilités personnelles peuvent froidement, je souligne le terme froidement, à la limite du scientifique, examiner la situation. Nous avons prévu ça, parce que la Constitution en elle-même, c'est toute une philosophie de vie, une philosophie du pouvoir, une perception de la manière la meilleure de nous organiser pour assurer à ce pays ce rayonnement, sa grandeur et les bien-être de ses populations. Donc, c'est une idéologie, un programme politique, les institutions. Donc moi, je pensais qu'on pouvait avoir ces gens-là, détachés, qui, in tempore non suspecto, réfléchiraient sur la Constitution. On a parlé de la parité. Article 14, je crois 15. Est-ce qu'on y est arrivé? Et on va faire le détail. Donc j'avais proposé ça à l'époque. J'ai même discuté avec des amis et des personnes d'un niveau très élevé en termes de responsabilité. Et voilà que on se retrouve à Paris avec le président. On venait de l'Allemagne fédérale. Après Paris, on est passé à Bruxelles parce que le président parlait pratiquement 5 fois. Et à Isel, dans une grande salle à Isel, donc du côté où se trouve le grand stade, du côté de l'Atomium, le président lance. Il déplore d'abord, parce que bon, vous voyez, dans la salle, les gens disaient, nous sommes au mois de mai, il n'y a pas de gouvernement. Il déplore le fait que ça a pris du temps, il a expliqué, il a lancé une réflexion, il dit non, je vais quand même mettre en place une équipe pour réfléchir sur la possibilité d'avoir une constitution mieux adaptée, et répondant mieux à nos préoccupations, et moi j'ajoute à tout le moins du moment. Alors dans la salle, il y a eu des murmures. Le président a réagi immédiatement. On ne dit pas ça depuis lors. Il a dit oui, je comprends. Ce n'est pas ce à quoi vous pensez. C'est un petit détail, mais qui est très important. Un canal de suspicion. Oui, il a dit dans la salle. Malheureusement, vous, les hommes et les femmes des médias, personne n'a jamais fait état de ça. Et c'est très important pour comprendre la suite. Alors moi, de là où j'étais, j'ai dit, mais en fait, oui, mais ça va, c'est très bien. Et puis, par la suite, le président a parlé. Donc, nous, ADP, nous nous retrouvons dans ce que nous avons toujours dit. Et d'ailleurs, à l'époque du groupe de 13, je n'aime pas engager quelqu'un
dans une opinion que j'aimais, il y a eu d'autres qui ont pris des initiatives jusqu'au niveau de l'Assemblée. On en a parlé, vous voyez. Donc, ce serait une contradiction par rapport à nous-mêmes. Donc, si je comprends bien, le président vous a rejoint un peu. Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire Il ça. a agi selon ce que vous aviez déjà un peu pensé aussi. En tout cas, nous avons été satisfaits et nous nous retrouvons pleinement sur ce que le président dit, parce que le fond est là et nous allons en parler. Toute société humaine évolue sous l'impulsion des dynamiques sociales, économiques et politiques. Lorsqu'on ne suit pas ces dynamiques-là, on se déconnecte et on finit par s'étioler comme une fleur sous le feu du soleil. Et donc, nous devons avoir la capacité d'évoluer. Une constitution doit être forte, efficace et quelque part rigide, mais elle doit être comme le réseau qui plique et ne rompt point. C'est pour cela que dans toutes les constitutions, il y a les mécanismes, par exemple, de révision. C'est pour cela qu'à un moment ou à un autre, on arrive à remettre certaines choses sur la table pour évoluer. Voilà donc la motivation. Et pour revenir sur parce que vous êtes taquin, hein? Non. Donc notre position est claire, comme de l'eau claire, dans un verre clair, inodore, incolore et insipide. Celui qui s'intéresse à cette eau-là, qui a soif, il boit. Nous disons, il faut évaluer. Nous disons, par une structure, et je le souhaite, et c'est ce qui est mis dans notre communiqué, composé d'hommes et de femmes qui sont compétents, qui ont la capacité d'élévation d'esprit, qui sont lucides, qui sont détachés, et qui vont nous dire, voici la photo de la manière dont vous avez appliqué votre constitution, et voici le problème. Il reste à savoir quelle est la conclusion. Est-ce la révision? Est-ce les changements? Ne vous en faites pas, vous avez ouvert. le temps. Nous allons examiner ces points. Vous avez, comme tout bon juriste, mis tout ça devant nous. Mais nous allons décortiquer chaque point parce que vous avez des choses importantes. Vous pensez à un comité scientifique. Mais nous allons examiner tout cela. Guy Chungu, votre première question. Merci beaucoup, Willy. Monsieur Lutundoula, dans votre parcours, il se dégage un constat. Getting this education, getting my master's, put me at a level that, of course, more respect from the community, but also to look at myself with that level of respect. En tout cas, un constat qui me permet de paraphraser, même si que certains disent, vous êtes toujours et très souvent du bon côté de l'histoire. Cette fois-ci, on a comme l'impression de vous voir nager un tout petit peu à contre-courant en soutenant ce que beaucoup considèrent comme une pilule amère, c'est-à-dire soit la révision, soit les changements, on en parlera ici. Alors ma question est directe. Quelles sont les motivations, soit vos motivations ou celles de votre parti politique pour soutenir cette révision, ce changement de la Constitution? Je demande le temps, je vais répondre à tout ça. Je dois dire d'abord que nous, à l'ADP, si vous l'autorisez personnellement, nous ne sommes pas pressés sur quoi que ce soit. L'opportunisme, on ne connaît pas l'opportunisme. Nous ne sommes pas des opportunistes, parce que je viens de vous dire, après les explications que je vous ai données, vous avez déjà une partie de la réponse à votre question. Nous sommes, pour dire, moi depuis que je vis, j'ai toujours eu la conviction, depuis l'école secondaire, que si vous faites bien votre travail, ça paye toujours. La preuve, vous m'avez connu à la conférence nationale des Congolais, c'est là que j'ai émergé. J'étais ce que j'ai été, mais je ne suis ministre que 32 ans. Je suis devenu ministre. 32 ans après. Et passé dans tous les services, même du temps du président Mobutu, je n'ai jamais été quelque part pour solliciter quoi que ce soit. Je vous fais confiance au travail. Donc, je voudrais recadrer les choses de cette manière-là. Alors, entrons dans le vif du sujet. J'ai essayé d'épingler ici certains problèmes que la mise en œuvre de la Constitution a posés. D'abord, notre modèle de décentralisation.
Je ne vais pas aller très loin parce que c'est un sujet qui peut donner lieu même à Vous allez des continuer, séminaires. je voudrais que pour qu'on comprenne Oui, bien. oui. Quand vous dites ça posé, vous regardez la praxis donc, constitutionnelle ou vous regardez les textes déjà qui sont écrits. Très bien. À quel niveau se situe votre Très bien. analyse? Il faut faire attention. Dans une législation, qu'elle soit constitutionnelle, ou une législation ordinaire, ou une réglementation, il y a deux fondamentaux, deux piliers sur lesquels repose la pertinence et l'efficacité de la législation. D'abord, l'écriture. L'écriture doit être saine, c'est-à-dire que l'écriture doit être telle que aucune disposition ne soit permissive de dérapage ou de fraude, ou même de faute. L'écriture doit être limpide. Donc, on va voir par la suite qu'est-ce qui se passe avec l'écriture. De l'autre côté, ce que vous appelez la praxis, qu'on peut traduire pour nous, vous comprendrez ce que je dis par nous, la culture politique, la relation que chacun de nous a avec le pouvoir. Et c'est un problème qui se pose plus particulièrement en Afrique francophone. En Afrique francophone. Et je dirais même mieux, notre rapport avec le modèle institutionnel d'inspiration occidentale. Si vous voyez, permettez, je ne fais pas un exposé académique, à l'heure actuelle, ou depuis longtemps, les pays qui ont connu le plus de coups d'État, ce sont les pays francophones. Le retour de coups d'État, c'est dans les pays francophones. Le modèle d'inspiration occidentale est à longueur de journée mis en cause par les francophones. Regardez actuellement l'Afrique du Sud, le Ghana, le Nigeria, le Botswana, même la Namibie. Et on peut continuer la série. J'ai pris vraiment des exemples phares. Ce sont des pays qui ont des systèmes institutionnels à l'occidental. Pluralisme politique, pluralisme syndical, et j'en passe. Ça fonctionne. Mais si vous voyez l'Afrique centrale, si vous voyez l'Afrique francophone, je ne cite pas les pays, en termes de coup d'État, en fait, le Sénégal n'a jamais connu un coup d'État. Le Cameroun, on peut en parler aussi. Mais les révisions constitutionnelles, c'est dans les pays francophones. Donc nous avons un problème de fond. Est-ce que ce sont les textes qui sont mauvais ou c'est notre culture, notre mentalité qui n'arrive pas à s'intégrer dans les modèles qui viennent de l'Occident? C'est ça le problème. Et là, effectivement, quelle qu'ait été la qualité de l'écriture juridique, ça ne peut pas prospérer si ça ne rencontre pas de l'autre côté une culture qui s'intègre dans l'écriture. C'est peut-être trop abstrait. Cela ne signifie pas que nous avons tort. Là où le problème se pose, et j'en parle souvent avec des amis, surtout ceux qui sont dans le domaine scientifique de la recherche, je dis, mais on attend, ça fait 60 ans, donner un modèle institutionnel, un système ou des systèmes politiques, des modèles économiques et sociaux qui nous permettent d'obtenir la stabilité, le progrès social et le rayonnement, comme tous les pays qui avancent. Voilà. Donc, on ne peut pas dire, c'est mentir de dire, j'ai une constitution que je considère comme parfaite et tout ira bien. Non, c'est faux. Et on reviendra sur sa question. Donc, je disais, je prends la question de la décentralisation. Grosso modo, notre modèle n'a pas réussi. Hier, nous étions au Sénat, j'avais fait une intervention, la Caisse nationale de péréquation. C'est prévu dans la Constitution, article 181. La loi a été votée, le président a promulgué, ça fait longtemps. Ce n'est pas la faute de la Constitution. Hein? On a nommé, si les hommes ne parviennent pas à agir, on a nommé les gens là-bas. Oui. Ça ne fonctionne pas. Vistaprint prints everything to get your brand in front of your fans, like t-shirts, water bottles, and totes, so everyone can gift it, work in it,
la question de la décentralisation, les rapports entre disons, le fonctionnement des institutions provinciales, grosso modo, déstabilisation. Et à l'époque du président Kabila, nous avons essayé de régler un peu avec la révision de l'article, je crois, 197 et 198, je ne me trompe pas. Mais ça ne marche pas. Dès que le président Tshisekedi est arrivé, il a été malheureux, il a déploré la corruption au niveau de l'élection des sénateurs et de gouverneurs. C'est une panne qui est très très importante. Les institutions provinciales, les compétences entre le pouvoir central et les provinces, il y a une zone de flottement. Vous avez par exemple les gens de l'EPS, de l'enseignement primaire et secondaire, les gens du secteur médical. Qui décide? Le gouverneur, le chef de division provinciale, où tout doit venir de Kinshasa. Ce sont des problèmes sérieux. Je continue encore avant de passer à autre chose. Pour ce qui concerne les provinces, la retenue à la source. Vous savez qu'il y a un débat toujours. Jusqu'à aujourd'hui, on fait toujours des rétrocessions. Mais la Constitution parle de la retenue à la source. Qu'est-ce qui se passe? Voilà un problème. Il n'y a pas de décentralisation ou de régionalisme constitutionnel qui réussissent sans ressources, sans personnel compétent. On a parlé de la Constitution prévoit la fonction publique provinciale. Où est-ce qu'elle est? Tout se décide à partir de Kinshasa. Là, alors, nous suivons tous ce qui s'est fait au niveau du ministère de l'Intérieur depuis longtemps. Le ministre de l'Intérieur, un beau matin, il dit « Cette assemblée provinciale ne peut pas siéger ». Mais il n'y a pas de tutelle. Monsieur Lutundoula, permettez, parce que c'est important. La question qui concerne les individus. Il est prévu dans la Constitution que le président de la République, en fonction, continue à travailler jusqu'à l'installation Du prochain. Voilà. On a généralisé ça. L'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales, le gouverneur, et ainsi de suite. Suivez mon regard. Vous savez ce qui s'est passé il y a quelques années. L'ancien régime bloque les élections. Parfois, à un moment donné, on bloque, on nous dit, on va faire le provincial. Les partis politiques, dont le nôtre, nous avons déjà versé la caution pour nos candidats députés provinciaux. Mais à un moment donné, paf, c'est terminé, on nomme les commissaires provinciaux. Généraux, ça n'existe nulle part. C'est en dehors de la Constitution. Et l'argent que nous avons payé, il ne nous a jamais été restitué. On n'a pas élu les députés provinciaux. Conséquence, et c'est très grave ça. Un, le président de l'époque a prolongé son mandat. Deux, au Parlement, une chambre élue, l'Assemblée nationale, une autre non élue, le Sénat, et 5 ans. Dans les provinces, les députés provinciaux non élus, qui ont continué 5 ans. Les gouverneurs, on les a balayés. Et vous voyez un cas qui ne vient pas de l'écriture. Alors, je répondis avec ma deuxième question, puisque je sens qu'il y a une série, tout un cocktail. Et là, il y a des propositions que nous pouvons faire pour ça. D'accord. Alors, ma deuxième question, rapidement, c'est justement, je rebondis sur un mot que vous avez utilisé, il faut évaluer cette Constitution. Oui. Je trouve que c'est un jeu de mots, on aimerait être plus précis. Ici, il y a 2 mots qui reviennent sur les lèvres du Congolais, notamment des constitutionnalistes, soit changer, soit modifier, réviser la Constitution. Votre démarche d'évaluation de cette Constitution, c'est pour aboutir à quoi? À une révision ou à un changement? Mais c'est simple, je suis désolé de vous rétorquer comme ça. Comment vous allez lever une option sans ne fût-ce que faire le constat? Non, parce que vous avez dit évaluer, c'est un mot. Non, ce n'est pas un mot. Nous sommes des intellectuels. La première démarche, c'est l'état des lieux. Vous allez aujourd'hui réviser ou changer par rapport à quoi? L'état des lieux, vous l'avez fait puisque vous avez cité un cocktail des faits attendez un peu là. Nécessite... Attendez un peu là. Je suis en train de faire l'état des lieux. Il fallait me laisser parler. Je comprends parce que bon, ça risque d'être un exposé académique. Non, il faut qu'on sache, et ça répondra aux préoccupations de Congolais, qu'on sache où est-ce que ça n'a pas marché. Si vous ne le faites pas, vous êtes en train de faire du théâtre. Mais quelles sont les certitudes? J'en viens. Oui.
Et il faut, nous on a parlé, et le président est allé dans ce sens-là, nous nous en réjouissons. Il a parlé de l'interdisciplinarité. Il faut aussi que ceux qui connaissent, moi je ne suis pas médecin, vous m'amenez dans une salle d'opération ou dans un laboratoire, je fais n'importe quoi. Que ceux, vous dans votre domaine, tout ça, tout le monde dit, oui, on peut corriger de cette manière-là. Et comme l'a dit Willy, les débats dans une démocratie, il faut toujours l'avoir sur tout le problème des sociétés. Alors, vous voulez que je vous dise, pour nous, l'ADP, changement ou révision, moi, je suis clair, parce que nous n'avons aucun complexe, on n'a aucun problème. Si la paire, c'est d'ailleurs si la la question, paire, au regard de ce que vous avez en ça face c'est la de vous. facilité. Oui. Ça c'est la facilité. Je ne donne pas de leçons, mais à notre niveau, on ne fait pas comme ça. Ça ne peut être qu'une conclusion. Si la paire, à l'issue de la réflexion à laquelle le président appelle, qu'il faut un changement, pourquoi pas? Et là, c'est là que nous devons ouvrir maintenant un débat politique. Là, ce n'est plus un débat intellectuel pur. Je m'excuse d'abuser du terme scientifique. Mais on dit, ah, on souffre d'un cancer, on souffre d'une malaria, on fait quoi? Ce débat-là, c'est dommage que pour le moment, on s'est déchaîné. C'est la passion et c'est de bonnes guerres. Mais nous aurions pu être plus froids. Et j'appelle, et dans notre communiqué, nous avons appelé le Congolais à ça. Et c'est comme ça qu'on rate des rendez-vous historiques. C'est un pays des rendez-vous historiques. Vous comprenez? Okay. Donc, pour nous, ça ne nous gêne pas si, au vu de nos analyses et de ce que la structure va mettre en place... Ce soit une révision ou un changement. Oui, okay. Voilà. La parole va tourner. Élisée Odia. Christophe Lutundula, on est à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Est-ce que vous vous rappelez du décret 007? Tout à fait. Vous en êtes l'auteur. Je suis parmi les rédacteurs avec Maître Koudou. Donc c'est vous qui avez donné à Laurent Désiré Kabila ce plein pouvoir de diriger par décret. Je crois que là, c'est un peu la manière dont nous discutons. Non, permettez. Et qu'elle finisse d'abord sa question. Allez-y. Donc c'est vous qui avez donné à Laurent Désiré Kabila à l'époque le pouvoir de diriger par décret. Ce libellé-là, il le faut par rapport à l'histoire et par rapport à la vérité. Et vous comptez récidiver. The average person sees around 10,000 online ads daily. Here's how a man's life would change if he used Est-ce que vous n'avez pas mis la puce à l'oreille au président de la République parce que vous n'allez pas, en tout cas pour la plupart de ceux qui nous suivent, le président de la République part de l'Allemagne fédérale, il arrive en Belgique et du coup il parle de la révision. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose dans cette idée du président? Attendez, Élisée, cette façon de poser la question, ça biaise tous les débats de fond. Et c'est ça le drame de nos débats. Précision pour Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila arrive, il prend le pouvoir. OK? La Constitution est suspendue, pour ne pas dire, est mise de côté. C'est notre président de la République. Il devait prêter serment sur quelle base? Et c'est là où vous intervenez. S'il vous plaît. Moi, j'étais à la maison calmement. Et j'étais associé. Maître Koud est encore vivant. J'ai vu ce qui a été fait. J'ai lu la proclamation de l'AFDEL. Deux faits évidents. Ils sont au pouvoir. Deuxième évidence, un pouvoir informel. Non. Troisième évidence, le président Laurent Désiré, la déclaration Élysée, avait déjà annoncé la mise en place d'une commission constitutionnelle qui sera mise en place, dirigée par le pauvre Kachamoura, je crois, que son âme repose en paix. Est-ce qu'on devait laisser le pouvoir dans l'informel? Il fallait, à tout le moins, encadrer et lisez le décret. Lisez le décret. C'est bien dit qu'on attend la commission constitutionnelle. Donc, on avait le choix, le vide total, alors ça va dans tout le sens, ou encadrer, tant soit peu, pour permettre la prestation de serment qui devait se faire la veille. Et lisez encore, tout ce qui est droit de l'homme, je n'ai plus le libellé en tête, se reconduit. Et donc, le caractère transitoire était déjà indiqué. Alors, comme nous, on prend les choses à la superficie et avec
beaucoup de patients, on ne s'était pas aperçu. Imaginez que le pouvoir qui venait d'arriver allait s'asseoir dans un vide juridique total. Nous sommes en 2011, c'est encore Christophe Lutundula. Attendez un peu là. On va y aller, sinon on ne terminera pas. Parce que vous posez des questions, je vous en prie. Des réponses, et elles sont pertinentes. Vous dites le président, je n'ai pas inspiré, mais moi je vous ai dit dans quelles conditions, vous et moi et nous tous, nous avons appris la question de la Constitution. Je vais enchaîner, peut-être que vous allez comprendre. Après, nous sommes en 2011. Lutundula a la manœuvre pour changer l'article, l'alinéa 1 ou l'article 71, pour passer de 2 à 1 tour. C'est encore Lutundula. Là encore, je serai méchant. Je suis désolé de constater que, malgré ce que nous sommes, nous tous, je n'aime pas donner le dé. On revient encore sur ça. Madame Élysée, d'abord, la proposition de loi, donc c'était un projet, si je ne m'abuse, de loi de révision. Ce n'est pas venu de moi. 2, j'ai présenté à l'opinion publique, je prends Eric Ambango, témoin, parce qu'il a fait une émission avec moi, des documents authentiques du travail que nous avons fait avec Minaku, avec André Diongo Atundu. À un moment donné, Maître Kalachibango était là, mais il est parti. C'est que nous pouvons appeler pas même l'avant-projet. Ce que nous avons fait, nulle part, il existe cette histoire de 1 à 2 tours. Il est là, je lui ai montré le document. Je crois même vous aussi. J'ai mis sur Internet, ça fait plus de 3 ans. Et nous, ce qu'on a fait, et j'espère que nous allons avoir la hauteur d'esprit pour ne plus revenir sur ça, c'est que à l'époque, on a la Cour constitutionnelle. Après le deuxième tour, le premier tour, il fallait prolonger le délai entre le premier et le deuxième tour, parce que dans 15 jours, on ne peut pas organiser le scrutin, le deuxième tour. Et la Cour a mis, je crois, 30 ou 60 jours. Et nous avons formalisé. Et le texte existe, le texte authentique. Nous avons déposé, accusé de réception, et le projet, le travail est inscrit dans le livre bleu de l'Assemblée nationale quand le texte est déposé. Je vous ai dit que c'est au moment de discussion à l'Assemblée que l'affaire de 2 tours est venue. Pourquoi on doit fausser la vérité? En tout cas, vous étiez dans... Vous étiez... Qui a finalement assumé la décision du second tour à illuminer? Il faut, disons les choses clairement. C'est venu de la présidence. Il demandait à... C'est pas moi qu'on a Mais porté par quel député? Porté par l'Assemblée nationale, la présidence. Ah mais oui. Donc, mais vous étiez à la manœuvre. Non. Quand vous dites moi, c'est différent. Non, mais parce que les autres ne sont pas là. C'est vous qui êtes en face de nous. Donc on dit vous étiez vous n'étiez pas seul. Non, mais parce vous étiez dans la main. Je déplore ça parce que ça fausse les débats en pareille circonstance. Le sujet est tellement important qu'on ne peut pas le biaiser par ce type de considération. Non, c'est parce que... Surtout que. Mais concernant personnellement, et je peux le faire, je suis un homme honnête, concernant Minaku, concernant Atundu et tous ceux qui ont été associés à la réflexion, on n'a jamais parlé de passer d'un tour. Mais quel était votre travail? Parce que, et là encore la parole, vous dites que, évidemment, ce n'est pas vous, c'est la présidence qui assume le changement de cette révision-là. Mais vous avez demandé de faire quel travail? On a fait exactement ce que nous voulions à l'ADP. On a fait des réflexions sur l'ensemble de la Constitution pour voir quelles sont les dispositions handicapantes, quelles sont les dispositions qui sont un peu, comment on peut dire, des impuretés dans la Constitution. Je vous ai donné un exemple précis, cette histoire de délai entre les 2 tours. Et c'est le travail que nous avons fait. Et c'était quoi votre conclusion après ce travail? Quand vous avez fait le travail de 2 tours, c'était quoi la conclusion après cette réflexion? Nous avons proposé qu'au lieu de 15 jours, entre les 2 tours, on prend 45 jours. Comme ça. Et votre proposition n'est pas passée? N'est pas passée. N'est pas passée. Parce que quelqu'un d'autre a utilisé cette réflexion
pour pouvoir faire passer ce qui était en réalité recherché. Pourquoi je suis arrivé? Donc, on est en 97, Lutundula est là, on est en 2011, Lutundula est là, on est en 2024. Oui. Comme par miracle, on retrouve encore Lutundula. Non, pas par miracle. Comme par hasard. Non, pas par hasard. Pas par hasard. Vous êtes un technicien, oui. quelqu'un qui est reconnu, un expert dans tout ce qui est réforme institutionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression qu'à chaque fois qu'on veut déclencher, qu'on veut changer les choses, changer les textes ici au pays, on vous utilise, vous? Non. Là aussi, encore une fois, c'est banaliser un débat de fond. Et je suis peiné, moi, de voir qu'à notre niveau, moi j'ai étudié. Je ne suis pas constitutionnaliste. On ne triche pas avec la science. Je suis un petit monsieur qui a fait le droit, très intéressé à la matière administrative et à la matière constitutionnelle. Vous avez fait les études de journaliste. Et quand il y a des problèmes de votre profession ou de votre science, vous dites non, on va dire que ceci, vous croisez les bras. Ça, c'est une démission. Un intellectuel, je ne peux pas le faire jusqu'au moment où je n'aurai plus la force, soit intellectuelle, soit physique. Tout débat qui concerne les matières pour lesquelles j'étais formé, les matières pour lesquelles j'ai un intérêt comme intellectuel, je vais me mêler à ça. Donc vous pensez qu'on ne rend pas justice, en fait, sur le plan historique, par rapport à vos responsabilités, aux initiatives? Vous avez l'impression que l'histoire ne vous donne pas la vraie mesure? Vous avez l'impression? C'est pas l'histoire. Ce n'est pas la première fois, ce qu'elle vient de Oui, dire. et c'est ce que je ne comprends pas. Parce que C'est ce que nous, on ne comprend pas. Pourquoi vous êtes tout le temps associé? Mais c'est ce que je vous dis, ce n'est pas associé. La révision ici, je ne suis pas associé. Mais je me retrouve dans ce qui est fait. J'ai étudié, j'ai une expérience, je veux que mon pays avance, je suis de l'Union sacrée, je soutiens le président, je dois m'impliquer. Et comme par hasard, vous aviez déjà pensé à mettre en place une commission interdisciplinaire, le président a eu la même pensée avec pratiquement la même formulation. Permettez-nous de se dire, mais est-ce que vous n'êtes pas les souffleurs des rois de notre pays? Non. Nous étions ici en train de parler en anecdote. C'est dommage, il ne faut pas qu'on perde le fil de la question de fond. Nous avons parlé d'une anecdote ici, là, la question de la souveraineté à la conférence nationale souveraine. Ceux qui ont vécu ça, ça allait faire flamber le pays. Moi, j'étais assis aux côtés du professeur Liao, j'ai eu des idées, je devais les présenter. Est-ce que j'aurais servi mon pays si je me suis tué? Ces jours-là, où ceux qui ont vécu, vous êtes encore jeunes, ceux qui ont vécu ces jours-là, où l'Union sacrée de l'opposition et on appelait mouvance présidentielle, allaient se cogner. Il a fallu qu'un petit monsieur dans la salle, un petit juriste comme moi, je demande l'autorisation pour ce lieu où il dit parler, monseigneur me passe, et puis j'ai décrispé la situation. Donc moi, je ne peux pas être médecin, être juriste, journaliste et avoir peur. Nous allons défendre mes idées. Ça ne marche pas, il faut avancer. Non, je l'ai juste terminé par rapport au début, l'introduction de Christophe Lutundula. Il parle du fait que 32 ans après, il n'a jamais occupé de haute fonction. Il fallait attendre le président. En fait, le ministrable, il a été vice-président, mais il n'a jamais été ministre. Oui. Il fallait attendre le président Tshisekedi pour faire de lui, faire de vous, vice-premier ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez redevable à l'endroit de Félix Tshisekedi? Vous ne m'avez pas compris. Il y a une question. Je voulais souligner le fait que dans ma vie, je suis un homme de patience. Wix gives you the power of AI to build the website you need. With full business functionality. Est-ce qu'aujourd'hui, on le sait, mais est-ce qu'aujourd'hui... Je vous répondrai. Je vous répondrai. C'est ça qui biaise le débat. Non, je vous en prie. Il faut aller dans des questions importantes. Il ne faut pas personnaliser le débat. Je suis désolé, mais c'est bien, vous me donnez l'occasion aussi de m'adresser à d'autres. Que les gens aient quand même une idée de la personne qui Attendez un peu, ils me connaissent bien. C'est pour ça que je dis que vous m'aidez à répondre à tout ce que je vois les gens écrire. Et je sais qu'après l'émission... Donc le débat, il n'est pas si biaisé que ça. Il est biaisé. Parce que la nation congolaise, ce n'est pas Lutundula. C'est nous tous. Et des questions comme des questions constitutionnelles, c'est la base de l'organisation de la société. On ne doit pas la ramener à la dimension des individus. C'est ce que je veux dire. Non, là, je voulais tout simplement dire que par rapport à la démarche de l'ADP, sous ma direction, il n'y a ni opportunisme, ni recherche de quoi que ce soit, parce que nous avons réfléchi sur la question depuis longtemps, parce que aussi, pour nous,
c'est le travail qui paye. Je n'ai ni la précipitation, ni l'opportunisme. D'accord, nous Alors, reviendrons. redevable du président Tshisekedi, entendez-nous bien. Moi, je suis de l'Union sacrée. OK? Je vous ai dit, je soutiens le président, je l'ai soutenu aux élections. J'ai conduit le président dans des circonstances de travail politique. Discussion de la SENCO. Je n'ai pas aujourd'hui des raisons qui me motivent à le quitter. Est-ce que il y a un problème? Redevable. Parlons vrai, nous sommes des intellectuels. Il m'a donné un espace de rayonnement, d'expression, un espace pour vivre mes idées là où je travaillais. Est-ce que je serais un homme sérieux de dire, alors qu'il n'y a aucune divergence de fond avec le président, de venir dire non, je ne le soutiens pas? Non, moi je ne suis pas de ces gens-là. Alors nous allons passer à Eric Ambongo et puis on va en bago. Hein. Tout dire en Bongo, pourquoi? Mais en bago. Voilà, c'est en bago. Et ça, c'est la dernière fois que je me trompe. Bon, avant que vous nous posiez la parole, je voudrais qu'on conclue un peu cette question des érosions. Elle est essentielle. Ne sentez pas que nous vous harcèlons. Non, pas du tout. En 2011, le président Kabila avait un projet. C'était celui de garantir une élection à un seul tour parce que l'opposition se réunissant contre lui en second tour, il pouvait échouer. On a utilisé donc des problèmes constitutionnels pour faire insérer un agenda politique. Aujourd'hui, les soupçons qui pèsent sur la démarche présidentielle, c'est un soupçon de, voilà, nous allons évaluer cette constitution avec toutes ses imperfections pour insérer quelque chose à l'intérieur, notamment, pourquoi pas, un troisième mandat. Ça, on le dit. C'est comme ça que nous ne pouvons pas revenir sur les mêmes erreurs. Il fallait poser la question de cette manière et donc donner une réponse. Elle vous sera posée, et je crois que Eric ne va pas échapper à cela, ce sera sans cette question. Mais pourquoi je pose la question? Parce que nous ne pouvons pas, en tant que responsables dans les médias, de faire comme si on n'a pas une histoire. Donc ce qui a déjà été fait peut se refaire, et ça n'a pas servi la République. Le fait d'utiliser la Constitution pour accomplir des agendas politiques. Maintenant, je donne la parole à Eric. Monsieur Lutundula, est-ce que la Constitution du 18 février 2006, modifiée en 2011, est mauvaise? Je ne raisonne pas en termes de constitution mauvaise. Ça, c'est la surenchère politique. Je ne raisonne pas en ces termes. Mais lorsqu'on dit qu'elle n'est pas adaptée à nos réalités, ça veut dire qu'elle est mauvaise. Je n'entre pas dans ce type de débat. Je vous ai expliqué d'abord la problématique générale de modèles institutionnels inspirés de modèles occidentaux en Afrique francophone. On a parlé de cela. J'étais en train de vous ressortir les éléments que je considère qu'ils posent problème et qu'il faut le régler. J'étais en train de faire ça. Bon, heureusement, malheureusement, vous m'avez interrompu. Je remercie Élisée Odia qui, sans le savoir, m'a permis de répondre à beaucoup de gens. Et donc, la question que vous me posez, moi, je ne la pose pas en ces termes. D'autant plus que, et je l'ai dit lorsqu'il a parlé de la praxis, jamais vous n'aurez une constitution parfaite. Même la constitution américaine que l'on prend comme modèle, il a été modifié plusieurs fois. Et quelle modification? Avec des articles kilométriques. Vous comprenez? Je vous ai dit que toute société est soumise à des dynamiques sociales, économiques et politiques qui lui donnent mouvement. C'est peut-être trop philosophique, je m'en excuse, ou j'abuse. Mais si le cadrage institutionnel ne s'adapte pas, ça tombe en panne et ça devient une crise. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des crises. Vous comprenez? Donc, votre question, j'y ai déjà répondu. Est-ce que vous ne répondez pas à votre leader oui, de l'Union sacrée, qui a dit clairement devant les populations que cette constitution n'est pas bonne? Pourquoi vous ne voulez pas
rejoindre la position de votre leader. Mais vous voulez que j'utilise les mêmes expressions? Je dis que dans la Constitution, ça se fait aujourd'hui, ça se fera demain, ça se fera toute notre vie. Il y a des dispositions, soit handicapantes, soit permissives, soit mal interprétées. Regardez, parce que moi je voudrais vraiment qu'on fasse comme ça. L'article 217. Quel est le problème? Il faut aller au-delà des arguments politiques. Deux problèmes. Le premier, c'est la frustration des Congolais vis-à-vis de l'Union africaine. Et c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères qui vous parle de ça. Nous sommes cofondateurs de l'Union africaine. Regardez le dossier de l'Est. Rappelez-vous l'affaire de la MONUSCO et puis la force de l'EAC. Le rejet. Hier, nous avons reçu au Sénat la délégation du Parlement panafricain. Je leur ai dit, vous êtes les bienvenus parce que ici, le Congolais se demande l'Union africaine, c'est quoi? Pendant la conférence nationale, crise que vous connaissez, Salim Ahmed Salim, secrétaire général de l'Union africaine, tanzanien, je crois qu'il est mort, arrive ici. Moi, je travaille avec Monseigneur Moussengo. Nous le recevons, Monseigneur, feu l'ambassadeur Izoubir. Je crois que Papa Iléo était là. Il est venu, Organisation de l'Unité africaine. On lui donne tout le dossier. Il dit, ok, je pars, je vais revenir. Il n'est plus jamais revenu. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a pris beaucoup de résolutions sur la crise à l'Est. Je dis à la délégation, allez à l'Union africaine, posez la question à la Commission. Toutes les décisions que l'on prend ici sont où? Donc le Congolais se demande, lorsqu'on lui parle de l'Union africaine aujourd'hui, ça signifie quoi? C'est ça le problème de fond qui est là. Le deuxième problème, qui n'est pas de fond, l'écriture. Peut-être que, pas peut-être, il y a un grand malentendu, il faut réécrire. Vous savez qu'en Afrique, Monsieur Zundoula, expliquez l'article 217, parce qu'il y a cette polémique. Certains disent que le Congo va vendre, est-ce que vous m'avez compris? Notre territoire. Tout ça, il faut bien expliquer ça. Eric, je ne reviens pas sur ce débat qui est de bonne guerre en politique. J'ai dit il faut voir la question de fond. Si vous n'avez pas la question de fond, vous ne la résolvez pas. La question de fond, c'est cette frustration. Qu'est-ce que signifie aujourd'hui, pour vous et moi, l'Union africaine? Je vous ai parlé de la période de la conférence nationale. Je vous dis ce qui se passe, et on peut en parler parce que je connais bien le dossier. Aujourd'hui, l'Union africaine, la Samir DRC, la force de l'Afrique australe, qui est à Goma. Le Conseil paix et sécurité prend une décision, une déclaration, dit à la Commission, donnez à la Samir DRC le matériel militaire de la force en attente de l'Union africaine, le matériel qui se trouve à Douala. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Le problème de fond, c'est celui-là. Qu'est-ce que signifie pour nous aujourd'hui l'Union africaine? Et à cause de cet article, il faut changer la Constitution. S'il vous plaît, ça ce sont des conclusions, je suis désolé, qui sont, qui sont à la superficie. Oui, mais c'est sur ça que certains s'appuient pour demander le changement de la Constitution. Attendez un peu. Moi, j'ai une solution à ça. L'écriture, par rapport à cette frustration. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, il y a des pays qui n'ont pas cette clause-là, cette disposition? D'autres en ont, ils sont beaucoup de pays francophones. Ils ne l'ont pas. Mais en réalité, il est clair que quand on crée la ZLECAf, tout le monde est tenu à respecter. En matière douanière, par exemple, si aujourd'hui nous avons harmonisé la législation douanière avec l'EAC, les pays de l'EAC, dans le cadre de la SADC, même si vous n'avez pas cette clause dans votre constitution, dès lors que vous engagez, je banalise, nous deux nous passons un contrat de bail. OK? Je ne peux plus visiter ma maison parce qu'il y a le contrat de bail. Donc, lorsqu'il y a un débat politique, ne voyez pas ce qu'il y a à la surface. Il faut entrer en profondeur. Devons-nous maintenir l'article? Est-ce qu'on peut enlever cette incise-là? Abandonne la souveraineté?
Ou devons-nous dire, oui, comme d'autres pays, on enlève? Moi, c'est ça, ma vision et ma démarche. Monsieur, vous n'avez pas vu je ça? n'entre pas... Vous êtes parmi les rédacteurs de la Constitution, pas parmi Aki Sangani, mais vous étiez là en tant que député. Est-ce que vous pensez... Vous ne l'avez pas. C'est passionnant. Vous ne l'avez pas encore. C'est passionnant. L'article Moi, 217 ne perdez de pas quelqu'un d'autre. Écoutez, ne perdez pas... Eric a encore la parole. Ne perdez pas votre temps avec des questions taquines. Voilà. C'est là où Monsieur vous... Toudoula, en 2011, vous aviez procédé à la modification de 8 articles de la Constitution. Oui. À cette époque-là, vous n'avez pas vu l'article 217. C'est aujourd'hui que vous réveillez pour... pas qu'on se réveille. Voir cet article. Non, pas qu'on se réveille. Vous êtes des médias. Lorsqu'il y a un débat, et des compatriotes soulèvent des problèmes, vous allez dire non, en 2011, nous, on n'a pas vu ça, ça ne m'intéresse pas. Non, le problème ne s'est pas posé à ce moment-là. Vous pouvez, est-ce que vous savez anticiper sur le débat de 2040 ou tout ça? Non. Donc à cette allure, on va changer la Constitution. Chaque fois qu'il y aura un pouvoir qui arrivera, on changera parce qu'il y a un article qui va poser problème. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Voilà. Nous revenons, recentrons un tout petit peu. Alors sur les questions de fond. Nous allons avoir une deuxième série. Nous avons déjà épousé 3/4 du temps. Hein, et soyez sûrs qu'il y a des choses à dire. Mais je voudrais poser une question. Parce que, en réalité... Vous permettez, parce qu'il ne faut pas qu'on escamote la question de fond. Non, nous regardons dans les yeux. Attendez. Oui. Moi, j'ai suivi tous les débats. Je n'ai pas parlé tôt, parce que j'ai estimé que, ayant pris position il y a plus de 3 ans sur la question, je dois écouter. Et étant de l'union sacrée, me réclamant de la proximité possible. Quand vous parlez de la question de fond, vous parlez de l'intention de fond ou la question de fond? Attendez. J'ai dit, je prends la question de fond, c'est le 3e mandat. Oui, ça c'est l'intention de fond. Voilà. Non, non. Lorsqu'une intention est exprimée, il est dans le débat, il devient une question, si vous voulez. D'accord, je vous en prie. C'est ça le problème. Parce que je n'ai pas entendu quelqu'un, et c'est peut-être pour ça que vous entrez dans... Vous voulez entrer avec moi dans le débat trop politicien. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui a dit que dans la Constitution, il n'y a rien à régler. Il n'y a personne. Personne n'a dit. On dit opportunité. On dit le président veut le 3e mandat. Oui. C'est ça qui vous préoccupe. Je vous donne mon point de vue. Ça n'engage que moi et mon parti. Mandat. Je n'ai pas inventé. Je vous rappelle les paroles du président lui-même. 1. À Bruxelles, je vous ai rappelé. 2. Vous êtes de Top Congo. Je m'excuse de vous dire ça parce que vous n'êtes pas venu ici comme Top Congo. J'invite les compatriotes à revoir l'interview du président avec Christian Osakweno et notre compatriote Amba. Aki Sangani, le président a dit, ça relève de qui? Du peuple. À Lumumba Chidi, qui leur avait dit que moi je ne veux pas de 3e mandat. Et ça continue. Quelle réponse devons-nous chercher à ce stade? Et je parle avec toute la nuance. À ce stade, par rapport à la question. Moi, ce que je dis, et là, je rentre à moi, si la question se pose, c'est une question hautement politique, il va falloir en débattre. C'est simple comme bonjour. Mais nous sommes en politique. Alors, la question concernant changement ou révision. Moi, j'appelle, à l'ADP, nous parlons de la réforme constitutionnelle. Vous savez pourquoi? C'est une réserve, une précaution d'objectivité. Le président dit qu'il va inviter, il va créer, pas inviter, une commission. Attendons le rapport de la commission. C'est plus objectif. C'est moins sentimental. Je sais que la question est une question de haute sensibilité politique et nationale. Je vous concède, parce que c'est la vérité. On ne peut pas traiter des dossiers du pays avec légèreté. Et on va en débattre. C'est une question politique. Voilà.
Il nous reste 7 minutes à peu près à gérer, ce qui fait à chacun de vous une seule question et à l'invité une concision chirurgicale, donc dans sa prise de réponse. Donc vous allez vraiment, parce qu'il reste très peu de minutes, vous posez une seule question, il répond, une deuxième, il répond, une troisième, il répond, et nous allons conclure l'émission. C'est cela. Alors, je vous en prie. Ce que j'apprécie, c'est le fait que M. Lutundo la traîne derrière lui, une étude profonde sur cette constitution. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous aider à ressortir quelques, quelques obstacles que présente cette constitution en ce qui concerne le déploiement de la bonne gouvernance. Très bonne question. Mais je voudrais quand même, avant d'arriver, retirer bien la question. Nous avons un problème sérieux qu'on ne peut pas voir parce qu'on est dans l'affaire des mandats. Nous avons un conseil économique et social composé des hommes et des femmes de qualité qui font du travail. Dites-moi, là, vous qui êtes des médias, même moi qui suis, les conclusions du conseil économique et social, on en fait quoi? Est-ce que nous savons même ce qui décide? Quel est le sort qu'on réserve au conseil économique et social? Regardez à travers le monde, combien de pays ont-ils encore cette institution et qu'est-ce qu'ils en font? C'était une institution qui a été créée par compromis. Je préfère dire ça. Voilà un problème. Un autre problème, il y a quelques semaines, on a eu les états généraux de la justice, n'est-ce pas? On a parlé du Conseil supérieur de la justice sur le modèle belge, Conseil supérieur de la magistrature sur le modèle notamment français, pour revenir sur le modèle de référence. Il y a des problèmes. Est-ce que les décisions qu'ils ont prises pourraient être appliquées sans revoir la Constitution? Voilà un problème réel. Nous sommes tous d'accord que ça ne marche pas. Je suis peiné pour mes anciens collègues magistrats, et c'est ça la vérité. Et le contentieux électoral a fini vraiment par descendre encore en flammes l'image de la justice. Mais aujourd'hui, là, les piliers de l'indépendance de la justice, pour nous, c'est la législation et le Conseil supérieur de la magistrature. On a descendu en flammes. Est-ce que, dites-moi, on peut aujourd'hui valablement changer la justice sans toucher à la Constitution? Voilà un autre problème. Même l'affaire du gouvernement qui est formé tardivement, et là je te rejoins à la praxis. C'est quand même curieux que dans notre pays, personne n'a jamais discuté du programme de gouvernement avant de former le gouvernement. On ne dénonce pas ça. Toutes les coalitions que nous faisons, depuis qu'il y a eu des négociations, à l'époque du président Mobutu, mouvement de l'indépendance, de la démocratie, jusqu'à aujourd'hui, ni au départ, ni au retour des élections, on n'a jamais discuté. Il n'y a pas un programme commun. Conséquence, c'est que la formation du gouvernement se réduit à dire qui va être là-bas, qui va faire quoi, et ça prend tout le temps. Ça demande des changements. Donc, tout cela aussi, il y a des choses qu'il faut retoucher. Bon, parce que le temps nous est compté. Il a parlé de gouvernance. Vous avez dit que... Est-ce que la Constitution empêche que vous... Est-ce qu'il y a des obstacles que présente cette Constitution sur le déploiement de la bonne gouvernance? Je vous mentirai si je dis oui ou non. Mais je reprends ce que j'ai dit. Je vous cite un cas très précis. L'affaire du gouvernement. Comment se fait-il? Nous tous ici, nous sommes des intellectuels, nous suivons ce qui passe ailleurs. Partout il y a des coalitions, le débat c'est sur le programme de l'opposition comme de la majorité. Depuis que nous sommes indépendants. Mais comme ici vous votez les hommes et non les programmes, comment voulez-vous que ça ait des programmes? Mais alors, on revient sur une autre équation. Oui. C'est-à-dire, là vous renvoyez la balle à l'électorat, c'est-à-dire à notre culture politique. Vous voyez ça. Je vous donne disposition handicapante. Je vous ai parlé de cette histoire après le président. Voilà ce qui s'est passé, parce que nous connaissons tous. Au lieu d'organiser les élections, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'aime pas citer le nom des gens comme si nous étions plus propres que les autres tout le temps. On a commencé par désarticuler le gouvernement, vous comprenez ce que je veux dire? Désarticuler les provinces, commissaires généraux, et on vient avec le fichier électoral qui a pris des millions de dollars. Vous comprenez?
Alors, c'est la mauvaise application des dispositions constitutionnelles. Et on peut continuer. Donc, la gouvernance, oui, elle dépend aussi des politiques nationales qui sont adoptées par le gouvernement et appliquées par les hommes, mais la gouvernance aussi, c'est le dispositif institutionnel qui doit être clean, qui ne doit pas être permissif des dérapages. Voilà, nous allons C'est clair. cette émission arriver à la fin. J'enchaîne les questions. Une petite question, une seule Bon, question. une seule, On une est ou déjà deux à la fin. rapidement. Je crois qu'on peut demander une petite indulgence au niveau de la régie pour qu'on ait, c'est pas d'aussitôt qu'on Posez la retrouvera. question, Élisée Christophe Odia. Lutundula, pourquoi aujourd'hui on doit accorder au régime de Tshisekedi ce qu'on a refusé à Kabila, c'est-à-dire changer la constitution? Vous étiez dans l'opposition quand vous prêtiez à Kabila l'intention d'un troisième mandat. Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est une question, vous-même vous l'avez dit. Ce n'est même plus une intention, c'est une question. Pourquoi aujourd'hui, on doit accorder à Tshisekedi ce qu'on a refusé à Kabila? Merci. Et une dernière question, par rapport au contexte également actuel. Une partie du pays... If you're a YouTuber and you want to save hours managing your library, you need TubeBuddy. Come check out how you can edit your end screens, cards, and descriptions of all of your videos. Qui est occupé, n'est-ce pas indécent d'aborder une telle problématique alors qu'il y a la guerre dans la partie est du pays? Je commence par la fin. Je vous réfère encore au président. Je crois qu'il s'en a dit. Le président a dit que ce n'est pas une urgence. Je ne sais pas si j'invente. Le président a dit que ce n'est pas une urgence. Une urgence qui occupe tout... Non, mais le président a dit... Et pourtant, ça occupe le débat. Madame Odia, est-ce que le président l'a dit ou il ne l'a pas dit? 2. Vous savez que à l'issue de la conférence des chefs d'État des pays membres de l'Union africaine, qui s'est tenue à Alger en 1999, il a été dit, je crois à travers une déclaration, une résolution, que l'Union africaine rejetait toute modification de constitution à la veille des élections. Les gens ont oublié ça. Ça existe. Et aujourd'hui, quand il y a des situations comme ça, j'ai eu la chance, le privilège de présider le conseil exécutif de l'Union africaine, d'accompagner le président, même quand il y a le mouvement de coup d'État en Afrique, prise de changement de gouvernement anticonstitutionnel ou changement de constitution à la veille des élections. Le mérite du président, et nous l'avons dit dans notre communiqué, c'est d'avoir provoqué ces débats in tempore non suspecto par rapport à cette position de l'Union africaine et pour nous donner le temps de débattre le plus possible. Je ne crois pas qu'il y ait une décision qui a été prise et transmise sous forme de loi à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc, aujourd'hui, nous devons nous débattre. Mais ce que moi j'ai dit aux compatriotes, moins de passion avec la rigueur du scientifique et en toute démocratie, on lève les options. Le débat n'a fait que commencer. Par rapport à votre dernière question, vous avez utilisé le mot contexte, mais parlant de la guerre. Oui, on a refusé au président Kabila parce que ce que vous n'avez pas dit, avant d'arriver à ça, il y a eu des contestations qui étaient très fortes sur d'autres sujets. Les dérapages déjà. Je vous ai cité les cas de dérapage ici, et on pouvait continuer. Donc, en ce moment-là, les esprits, moi j'étais dans l'opposition, je ne peux pas me nier, nous G7, on est parti entre autres par rapport à ça. Si vous lisez notre lettre, nous avions dit que ce n'était pas opportun. Vous comprenez? Donc, chaque chose son temps, les dynamiques sociaux, économiques et sociales propulsent les pays vers des réformes. Mais ce qui est important en démocratie, c'est ce que nous faisons. Débattre. Et je souhaite ardemment que ce débat nous donne un éclairage. L'indécence d'avoir ce débat alors que le pays, alors qu'une partie du pays est occupée, c'est indécent quand même. Une partie du pays est en guerre, alors tout le monde ferme. Les débats la aussi, ferme et on ne parle plus des questions. C'est la fin de l'émission. Alors, vraiment, c'est la fin. Monsieur Lutundula. C'est vraiment une seule question. Ok.
doit-on envisager le déverrouillage de l'article 220, d'après vous? Je reste cohérent. Moi, je dis que je refuse des conclusions sans avoir des matériaux. Comment, à notre niveau, on peut décider aujourd'hui qu'on verrouille ou qu'on ne verrouille pas? Nous, à l'ADP, si la paire, après ce travail de fond auquel le président nous appelle et qu'il va cristalliser dans les cadres d'une commission. Et nous avons dit dans notre communiqué que nous espérons que ce sera des hommes de qualité. Ne vous en faites pas. Moi, je suis au Sénat, c'est sûr que ce débat viendra au Sénat. Mais si la paire qu'il faut changer, pourquoi ne pas changer? Je suis clair. Nous allons permettre au président Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Éric Ambago. Permettre au président Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Mais je vous ai dit qu'il y a un débat. Je vous en prie, nous allons des dispositions transitoires et tout. Voilà. C'est la fin. Le débat a commencé, je l'ai dit au début. Et même cette émission est un début de débat. Alors, la dernière question, peut-être avec laquelle nous allons finir, est-ce que les partis républicains, vous étiez à Sun City, non? Oui. Les partis républicains, vaut-il encore la peine? Mais s'il ne vaut pas la peine, pourquoi on discute? Oui, parce que le parti républicain, c'est un parti sacré qui n'est pas dans la Constitution, mais qui est dans les valeurs, vous avez parlé de culture politique, qui voudrait que les hommes politiques ne fassent que 2 mandats et laissent l'alternance se poursuivre. C'est ça le parti républicain, parce qu'à l'origine, il y avait la guerre, et parce qu'on a mis fin à la guerre, qu'on a décidé que personne ne va arriver au pouvoir par les armes, alors comment nous nous garantissons mutuellement 2 mandats et c'est fini? C'est ça l'essence du parti républicain. Mais si tout doit être remis en cause, c'est que cela aussi est fini. Je vous ai dit. Et c'est ça même le dernier mot. Je vous ai dit, tout au long de notre entretien qui a été, je ne dis pas chaud, parce que la chaleur brûle, oui, mais qui nous a permis quand même d'éclairer certaines zones d'ombre, du moins à notre point de vue. N'anticipons sur rien. L'essence de la démocratie, c'est le débat contradictoire. Il y a la thèse, il y a l'antithèse, et puis on arrive à une conclusion. C'est ça la démocratie. Aujourd'hui, il y a un pays que nous suivrons beaucoup parce qu'on partage la langue, qui est dans un tourbillon. Un Premier ministre nommé après élection, peut-être qu'il va tomber aujourd'hui. C'est une dialectique démocratique. Nous ne pouvons pas dire la démocratie et avoir peur de débattre. Moi, je dis, on a tourné autour du pot à un moment donné. Le problème de fond, c'est le problème du 3e mandat. Tout le reste, ça ne nous oppose pas tellement. Mais moi, je vous ai répété les paroles du président et surtout, je vous ai dit que le moment venu, si ce problème se pose, c'est un débat politique comme le problème de changement. On va en débattre. Pourquoi on refuse de raisonner, de discuter? Merci. Voilà. Pourquoi des anticipations qui nous bloqueraient? Mais peut-être votre idée à vous, est-ce que vous êtes tenté par un 3e mandat? Est-ce que selon vous, Lutundu là? L'émission est terminée. Nous sommes Mais on peut avoir une petite réponse, Lutundu là. Un peu de discipline sur le plateau où j'ai conduit les débats. Merci Élisée Odia. L'émission est terminée, laissez-moi atterrir en beauté. D'accord? Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de ce plateau qui était vraiment chaud, comme vous l'avez dit. Mais tout ça fait partie de la vitalité démocratique. Les journalistes aujourd'hui ont décidé de ne pas laisser passer. Et ailleurs, ça ne se fait pas comme ça. Nous allons le faire et régulièrement. Et nous vous remercions surtout d'avoir accepté d'être là et de partager votre expérience, mais surtout aussi au passage des pays, quelques dates historiques, des clarifications. Nous sommes donc contents et je voudrais remercier Élisée Odia de sa pugnacité, même si elle est un peu indisciplinée, mais c'est comme ça aussi, c'est qu'elle est. C'est notre Élisée Odia. Et je remercie aussi Guy Chungu de nous avoir accueillis, mais surtout d'avoir participé, et Éric Ambago. Merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe